Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on scrute les coulisses du pouvoir et où chaque mot révèle une vérité cachée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tensions politiques de l'Afrique de l'Ouest, entre contestations électorales, nominations controversées et divergences au sommet de la CEDEAO. Franklin Nyamsi y décortique les incohérences et les jeux d'influence, révélant les fractures et les luttes silencieuses qui façonnent la région. Restez avec nous. Notre analyse détaillée vous guidera pas à travers ce discours brûlant, pour comprendre les enjeux derrière chaque déclaration et chaque choix politique. Embalo ne s'arrête pas là. Dans l'insulte à l'intelligence du peuple bissau-guinéen, l'insulte à l'intelligence du peuple africain, l'insulte à l'intelligence humaine en général. Il vient de faire nommer comme Premier ministre, tenez-vous tranquille, il vient de faire nommer comme Premier ministre par son subalterne, le général Horta Ntam. Il vient de faire nommer comme Premier ministre l'idiot vieilli raté, qui n'est rien d'autre que celui qui était le ministre des Finances, le directeur de la campagne d'Oumaro Sissoko Embalo, à l'élection présidentielle qu'il a perdue, à l'élection législative qu'il a perdue, que Oumaro Sissoko Embalo a fait désigner Premier ministre d'un gouvernement qui est supposé l'avoir renversé. Et puis, quand il arrive au Sénégal, ce menteur, ce filou, ce voyou, cet individu saltimbanquesque d'Embalo, sème le désordre entre les deux têtes de l'exécutif. Tout le monde a bien vu la gêne du pouvoir sénégalais pendant la présence d'Embalo sur son sol. Premièrement, Bassirou Diomaye Faye a joué le rôle de la couverture france-africaine d'Embalo. Il a assuré rondement la protection physique d'Embalo dans le cadre de l'honneur reprenne le pouvoir en Guinée-Bissau. Ça, ce service france-africain a été assuré tranquillement par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président sénégalais. Mais on a entendu à Dakar un autre son de cloche. Et il est venu du Premier ministre Ousmane Sonko, qui, devant le Parlement, a désavoué le président de la République dans sa conduite envers la Guinée-Bissau, en disant que tout le monde sait, et ça je salue Ousmane Sonko pour ce courage de la vérité, tout le monde sait que le soi-disant coup d'État qui a eu lieu à Bissau n'est que de la combine et que c'est le candidat de l'opposition qui a gagné et qu'il faut proclamer les résultats qui battent Embalo et laisser diriger le pays par celui qui a gagné. Du coup, à la tête du Sénégal, c'est donc deux messages contradictoires que l'opinion a reçus. D'un côté, le message du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui protège Embalo, aide à la production d'un communiqué mou, tendre, caressant Embalo. Dans ce communiqué, on ne voit plus les va-t-en-guerre qui étaient prêts à brûler le Mali, brûler le Burkina Faso, brûler le Niger. On n'entend plus parler du bataillon de 1500 hommes de Ouattara Draman. On n'entend plus Patrice Talon se dresser sur ses ergots pour annoncer qu'il va frapper comme il l'avait fait pour le Niger. On ne voit plus Tinoubou organiser des réunions de l'état-major. Nana Akufo-Addo, cet autre individu accroupi sous l'impérialisme occidental, se dressait pour utiliser le Ghana comme base avancée de la déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel. Foin de tout cela, ils ont tous disparu dans le communiqué de la CEDEAO. Les fameux dirigeants, que ce soit les dirigeants gambiens, libériens, qui ont pris l'habitude de s'aligner sur les bêtises du néocolonialisme français, sur les oukases de la CEDEAO sans broncher, tout ce monde-là a disparu. On caresse les putschistes de Bissau, alors même qu'on a menacé de coups et blessures, qu'on a failli organiser une guerre mondiale d'Afrique de l'Ouest pour rétablir le juntard de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Embalo se moque du peuple bissau-guinéen en faisant désigner son officier de campagne Horta Ntam comme chef d'État. Embalo insulte la CEDEAO, à la tête de laquelle il prétendit qu'il allait créer une force anti-putsch qui aurait pour but de rétablir immédiatement au pouvoir tous ceux qui en seraient enlevés par la force. Mais précisément parce que le Premier ministre du Sénégal et le président de la République du Sénégal ont laissé passer deux sons de cloche différents, Embalo est obligé de prendre un avion et de courir plus loin, en Afrique centrale,
Eh bien, chez Denis Sassou Nguesso, où tout naturellement, il trouve gîte et couvert. Dès que l'on plonge dans les propos du professeur Franklin Nyamsi, l'on ressent immédiatement la chaleur d'un discours façonné par l'urgence, un souffle presque ancestral qui cherche à réveiller les consciences assoupies du continent. Dans ce tumulte politique qui secoue l'Afrique de l'Ouest, ces mots se dressent comme une vigie en pleine tempête, révélant les fractures, les non-dits et les incohérences qui rongent l'architecture fragile des institutions régionales. Et tandis que les événements s'enchaînent avec la rapidité d'une saison sèche dévorante, l'analyse exige de nous non seulement de comprendre, mais aussi de réfléchir, d'apprendre, et surtout de nous interroger sur l'avenir que nous voulons pour l'Afrique. Car au cœur de cette affaire se trouve une Guinée-Bissau ballottée entre accusations, manœuvres politiques et contestations internes, où le président Umaro Sissoko Embalo, selon Nyamsi, apparaît comme un dirigeant en rupture avec les règles fondamentales de l'éthique démocratique. La nomination d'un premier ministre issu de son propre cercle politique, dans un climat déjà étouffé par les tensions institutionnelles, résonne comme une décision lourdement symbolique, celle d'une gouvernance qui, aux yeux de Nyamsi, ne cherche plus à convaincre, mais à imposer. Il voit dans ce geste une entaille au respect des institutions, un pas vers ce qu'il qualifie de manipulation politique. Et derrière cette critique, une question essentielle surgit, quelle valeur accorde-t-on encore à la légitimité populaire en Afrique de l'Ouest? À ce moment précis, la figure de style vivante murmure, quand un arbre penche, c'est toute la forêt qui écoute le craquement. Ce souffle collectif incarne cette voix africaine qui ne juge pas, mais observe, conseille, et appelle à la lucidité. Une voix qui nous rappelle que lorsqu'un chef d'État s'écarte des règles, ce ne sont pas seulement ses adversaires qui en souffrent, mais aussi l'ensemble du corps social, déjà éprouvé par l'instabilité et le doute. Les propos de Nyamsi s'étendent ensuite sur les divergences entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Tandis que le premier reconnaît un supposé coup d'État en Guinée-Bissau, le second réfute catégoriquement la version officielle. Une contradiction qui, pour Nyamsi, n'est pas un simple incident diplomatique, mais un symptôme profond d'une région où l'harmonisation politique se fissure. Cette dissonance, dit-il, révèle une fragilité structurelle, celle de dirigeants condamnés à naviguer entre convictions personnelles, pression régionale et responsabilité nationale. Ici encore, le texte appelle à la réflexion, quelle leçon l'Afrique doit-elle tirer d'un tel décalage au sommet d'un État? Cela nous enseigne que la cohérence institutionnelle est une valeur fondamentale, non pas pour maintenir une façade, mais pour garantir la confiance du peuple. Lorsque les dirigeants ne parlent pas d'une seule voix, ce n'est pas seulement la diplomatie qui chancelle, mais la crédibilité même de l'État. Et, dans un contexte aussi inflammable que celui de l'Afrique de l'Ouest, la cohésion nationale devient un rempart indispensable contre la désinformation, l'ingérence et l'instabilité politique. En élargissant le regard, Nyamsi vise également la CEDEAO, qu'il accuse d'être tantôt inflexible contre certains États, tantôt complaisante envers d'autres. Pour lui, cette institution régionale, autrefois symbole d'unité et d'espoir collectif, semble désormais naviguer dans une mer de contradictions, incapable de maintenir une posture uniforme face aux crises politiques. Cette critique invite l'Afrique à se regarder en face, nos institutions régionales sont-elles encore à la hauteur des défis contemporains? La voix collective souffle encore, une maison qui change ses règles selon les visiteurs n'est plus un refuge. Et ce constat appelle à la responsabilité, à l'exigence d'une CEDEAO équitable, impartiale, et surtout capable de défendre l'intérêt des peuples plutôt que celui des alliances du moment. Mais au-delà de la critique sévère, Nyamsi place une évidence au centre du débat, l'Afrique ne peut continuer à avancer en suivant des trajectoires divergentes. Elle ne peut se permettre de maintenir des institutions aussi déterminantes que la CEDEAO dans une zone grise où la justice semble parfois fluctuante. Il devient vital que le continent retrouve sa cohérence, sa vision et son unité. Ce n'est pas une revendication politique, mais un impératif historique. À travers ce premier segment de l'analyse, l'objectif n'est pas de condamner ou de pointer du doigt, mais d'éclairer, de comprendre et de questionner. De rappeler que la politique africaine n'est pas une pièce de théâtre où les spectateurs restent passifs, elle est un espace collectif qui exige vigilance, participation et lucidité. Et parce que chaque analyse doit se conclure sur un souffle d'espoir, rappelons que l'Afrique possède en son sein les ressources nécessaires pour se réinventer. Il suffit de la volonté, de la transparence, et de la sagesse pour transformer les crises en opportunités. Proverbe africain, quand on refuse, on dit non. Un rappel puissant que l'avenir du continent appartient à ceux qui osent dire non aux dérives et oui à la renaissance. Feu abonné, likez et partagez pour soutenir une chaîne qui éclaire,
qui construit et qui refuse la résignation. Lorsque l'on poursuit l'examen rigoureux des propos du professeur Franklin Nyamsi, l'on découvre une analyse qui ne se contente pas de pointer les incohérences de la scène politique ouest-africaine, elle cherche à mettre en lumière le mécanisme profond, parfois invisible, qui façonne les crises, les alliances et les ruptures au sein des États. Sa critique ne se limite pas à la Guinée-Bissau, elle s'étend comme une onde sur toute la région, révélant ce que beaucoup préfèrent taire, une fatigue démocratique, une érosion de la confiance institutionnelle, un affaiblissement de la cohérence régionale. Et au cœur de ce paysage mouvementé, la figure de Style Vivante murmure avec gravité, quand la poussière se lève, ce n'est pas le vent seul qu'il faut interroger, mais aussi les pas qui l'ont réveillé. Cette phrase nous enveloppe d'une sagesse ancestrale, rappelant que toute crise politique est le produit d'une accumulation de décisions, de silences, d'ambitions et d'erreurs stratégiques. C'est cette profondeur que Nyamsi cherche à dévoiler. La situation bissau-guinéenne est, selon lui, l'exemple parfait d'un pays où les rouages institutionnels semblent fonctionner à contre-courant des attentes démocratiques. La nomination controversée du Premier ministre, que Nyamsi interprète comme une extension de l'influence personnelle du président Umaro Sissoko Embalo, expose une dérive qui dépasse largement une simple dispute de pouvoir, elle illustre une conception patrimoniale de l'État. Cette vision, où le pouvoir se transmet et se recycle dans un cercle restreint, contredit l'horizon démocratique auquel aspire une population lassée des crises cycliques. Cette situation nous impose une première leçon, en Afrique, la stabilité politique ne peut se construire sur la personnalisation du pouvoir, car celle-ci fragilise l'ensemble des institutions et expose les pays à des crises répétées. Le souffle collectif s'élève, quand un seul homme parle au nom de tous, c'est le silence du peuple qui devient le bruit le plus dangereux. Nyamsi insiste ensuite sur un point crucial, la CEDEAO, censée incarner la solidarité régionale, semble naviguer avec une boussole qui change de direction selon les circonstances. Tantôt ferme, tantôt permissive, elle paraît parfois guidée davantage par des calculs politiques internes que par la défense cohérente des principes fondamentaux. Cette observation n'est pas anodine, elle révèle un fossé entre l'idéal institutionnel et la pratique réelle du pouvoir régional. Dès lors, une question se pose, comment une institution peut-elle maintenir l'estime des peuples si ses décisions semblent variables et incomprises ? Cette interrogation porte en elle une leçon majeure, une organisation régionale n'est forte que lorsqu'elle agit de manière équitable, prévisible et transparente. Sans cela, elle perd son autorité morale et devient une simple courroie de transmission des rapports de force. La voix collective intervient de nouveau, empreinte de sagesse, une calebasse trouée ne transporte pas longtemps l'eau, de même, une institution qui vacille ne peut porter la stabilité des nations. La divergence entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est pour Nyamsi un signe inquiétant, non pas d'un conflit ouvert, mais d'une dualité idéologique au sommet de l'État sénégalais. Le président reconnaît un coup d'État, son premier ministre déclare qu'il n'en est rien. Ce clivage ne relève pas d'un simple désaccord diplomatique, il met en lumière une bataille de récits. Et dans un contexte régional aussi instable, les récits ne sont jamais neutres, ils façonnent les perceptions, orientent les alliances et déterminent les réactions internationales. La leçon que doit tirer l'Afrique est limpide, la cohérence politique est un pilier indispensable à la crédibilité d'un gouvernement. Un pays peut supporter des divergences internes, mais pas lorsque celle-ci brouille sa position face à une crise régionale majeure. La figure de Style Vivante souffle à l'oreille du continent, lorsque deux tambours battent différemment, le danseur hésite, doit-il avancer ou reculer ? Cette métaphore traduit la nécessité d'une direction claire, surtout dans une région où les crises se succèdent. Au-delà des individus, Nyamsi met en lumière un problème fondamental, la tension entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Un acte peut respecter les textes tout en trahissant l'esprit de la démocratie. À l'inverse, certains mouvements populaires, portés par l'exigence de justice, peuvent dépasser le cadre strict de la légalité. Cette contradiction traverse la politique africaine depuis des décennies, mais elle se fait désormais plus pressante, car les populations, connectées, informées et exigeantes, ne tolèrent plus les décisions qui semblent imposer plutôt que discuter. D'où la réflexion essentielle, comment reconstruire une légitimité politique solide en Afrique ? La réponse ne réside ni dans la force ni dans l'imposition, mais dans la participation, la transparence et le respect des aspirations populaires. La voix ancestrale l'affirme, on ne construit pas une maison solide sur une terre que le peuple refuse de fouler. À travers sa critique, Nyamsi nous invite à revoir notre rapport au pouvoir, à l'autorité et à l'avenir du continent. Sa parole ne vise pas à blesser, mais à réveiller, non pas à diviser, mais à éclairer.
Son analyse nous rappelle que l'Afrique ne peut plus se permettre de suivre des modèles qui ont échoué. Elle doit bâtir ses propres normes, ses propres institutions et sa propre éthique. Les leçons deviennent claires, responsabilité, car chaque dirigeant répond devant le peuple et non seulement devant ses alliés politiques, lucidité, pour reconnaître les incohérences et mieux les corriger, solidarité, pour comprendre que la stabilité d'un État renforce celle de toute la région, et transformation, pour investir dans une culture politique nouvelle, fondée sur l'intégrité et la justice. La figure de style vivante scelle cette partie en affirmant, quand les consciences s'éveillent, même la nuit la plus dense devient un matin possible. Au terme de cette réflexion, il apparaît clairement que l'analyse ne vise pas à condamner les dirigeants, mais à encourager une évolution, à stimuler une renaissance nécessaire. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas d'un homme, ni même d'un gouvernement, il dépend de la vigilance de chacun, de la capacité des peuples à exiger des comptes, à défendre leurs valeurs, à refuser la résignation. Le continent possède les ressources humaines, historiques et spirituelles pour s'élever, il lui faut désormais la cohérence, l'unité et la sagesse. Proverbe africain, le soleil ne tarde jamais à briller pour celui qui sait attendre avec dignité.